Vous croyez choisir vos relations. Vous croyez décider qui vous attire, qui vous aimez, qui vous rejetez, qui vous fascine et qui vous irrite. Vous vous trompez. Profondément. Carl Jung a passé des décennies à étudier la psyché humaine et il a découvert quelque chose de troublant, quelque chose qui change complètement la façon dont nous comprenons nos connexions avec les autres, quelque chose de fondamental. Il a découvert qu'il existe quelque chose qui vit en vous, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et ce quelque chose prend les décisions les plus importantes de votre vie amoureuse. Jung a appelé cela l'ombre, un concept spinozien avant l'heure, une face cachée qui nous guide à notre insu. Et c'est l'ombre qui décide de vos relations. Pas vous. Elle. Andrew Huberman, professeur de neurosciences à Stanford, a confirmé cela d'un point de vue scientifique. Il a invité le docteur Alan Shore à son podcast pour une conversation révélatrice. Et ce que Shore a dit va vous choquer. 90 à 95% de ce qui nous motive est inconscient. Relisez ça, lentement. 90 à 95%. C'est énorme. Cela signifie que lorsque vous regardez quelqu'un et que vous ressentez une attraction instantanée, lorsque vous rencontrez une personne et que vous avez immédiatement l'impression de la connaître, de quelque part, lorsque vous tombez éperdument amoureux de quelqu'un qui se révèle ensuite toxique, vous ne choisissiez pas. Vous étiez manipulé. C'était votre ombre qui était aux commandes. Et elle a des raisons que vous ignorez, des objectifs que vous n'approuvez pas, des besoins que vous préféreriez ne pas admettre, des désirs inavouables. Jung a défini l'ombre comme la partie inconsciente de la personnalité qui contient tous les aspects de nous-mêmes que nous rejetons ou réprimons. Ce sont les qualités considérées comme inacceptables par la société, par notre famille ou par notre propre ego conscient. Le surmoi dont parlait Freud, ou le tribunal intérieur selon Spinoza. Mais ce n'est pas parce que vous rejetez quelque chose que cela disparaît. Simplement, cela signifie que cela va sous terre, dans les tréfonds de votre être, et de ce sous-sol, l'ombre continue d'opérer. Elle se projette, elle attire, elle repousse. Elle crée des schémas que vous répétez sans comprendre pourquoi. Une tragédie inévitable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous finissez toujours avec le même type de personne? Pourquoi? Même lorsque vous jurez que cette fois, ce sera différent. L'histoire se répète. Pourquoi attirez-vous des narcissiques, ou des personnes émotionnellement indisponibles, ou des partenaires qui ont besoin d'être sauvés, des profils toxiques, encore et toujours? La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est dans votre ombre. Tapis dans l'ombre. Huberman explique le mécanisme neurologique derrière cela. Le cerveau droit se développe en premier chez les humains. Le développement critique se produit du dernier trimestre de la grossesse jusqu'aux 2 ou 3 premières années de vie. Et ce développement façonne de manière dominante la régulation émotionnelle et les schémas d'attachement. En d'autres termes, avant même d'avoir le langage, avant même d'avoir une mémoire consciente, votre cerveau était déjà programmé pour certains types de relations. Un conditionnement profond, et cette programmation se fait dans l'hémisphère droit. Le même hémisphère qui traite les émotions, le même hémisphère qui opère en dessous de la conscience, le même hémisphère que Jung associerait à l'ombre, à cet inconscient qui nous gouverne. Le cerveau droit traite constamment l'information, surtout l'information émotionnelle, à des niveaux inférieurs à la conscience. Permanemment. Vous ne remarquez pas que cela se produit, mais cela se produit tout le temps, sans relâche. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, votre cerveau droit est en train de scanner, de comparer, de rechercher des schémas familiers. Et familier, pour le cerveau, ne signifie pas bon. Cela signifie connu, reconnaissable, une zone de confort, malgré tout. Si vous avez grandi avec un père émotionnellement distant, votre cerveau va reconnaître la distance émotionnelle comme de l'amour. Si votre mère était critique, vous pouvez confondre la critique avec de l'attention. Si votre enfance a été chaotique, vous pouvez interpréter la stabilité comme de l'ennui mortel. Et tout cela se passe en dehors de votre conscience. Votre ombre est aux commandes.
Jung a expliqué que la projection est le processus inconscient d'attribuer ses propres qualités non reconnues à une autre personne. Vous ne voyez pas la personne réelle. Vous voyez un miroir des parties de vous-même que vous ne pouvez pas accepter. Une hallucination persistante. Cela fonctionne de deux façons. La projection positive se produit lorsque vous êtes attiré par quelqu'un parce que cette personne incorpore des qualités que vous admirez mais que vous n'avez pas pleinement développées en vous-même. Vous voyez en elle ce que vous aimeriez être et vous confondez cela avec de l'amour, une illusion destructive. La projection négative se produit lorsque vous vous sentez intensément irrité par des traits chez une autre personne qui reflètent en réalité vos propres défauts inconnus. Quelqu'un qui craint inconsciemment sa propre colère peut projeter cette colère sur son partenaire, en le percevant comme excessivement agressif ou hostile, même lorsque ce n'est objectivement pas le cas. Un cercle vicieux, infernal, dans les deux cas. Vous ne voyez pas la personne. Vous voyez votre ombre, votre propre reflet déformé. Et cela explique pourquoi les relations commencent avec tant d'intensité et s'effondrent ensuite. Au début, vous êtes amoureux de votre propre projection, de l'image que vous avez collée sur la personne réelle, du fantasme que votre ombre a créé. Un mirage, douloureux. Mais les personnes réelles ne peuvent pas maintenir des projections pour toujours. C'est impossible. Éventuellement, le masque tombe. La personne réelle apparaît. Et vous vous sentez trahi parce que la personne n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. Une déception brutale. Mais elle n'a jamais été celle que vous pensiez. Vous ne l'avez jamais vue vraiment. Vous n'avez vu que votre ombre, reflétée vers vous. Huberman et le docteur Shore expliquent qu'il existe 4 types de styles d'attachement. Sûr, évitant, anxieux et désorganisé. Et ces styles se forment dans les premières années de vie, bien avant que vous ayez le moindre contrôle sur eux. Le destin, inéluctable. La partie la plus impactante de leur découverte est celle-ci. Les mêmes circuits et mécanismes qui sont utilisés pour établir l'attachement infantile entre le bébé et sa mère sont réutilisés plus tard dans la vie pour les relations adultes. Un schéma implacable. Vous ne choisissez pas vos partenaires comme un adulte. Vous répétez des schémas qui ont été installés quand vous étiez bébé. Un passé qui ne passe. Votre ombre contient ces schémas. Elle les garde et elle les exécute automatiquement chaque fois que vous entrez dans une relation. Une fatalité incontournable. Jung a écrit que si la conscience de la projection de l'ombre reste réprimée, le facteur créateur de projection, l'archétype de l'ombre, a les mains libres et peut réaliser son objet ou provoquer une autre situation caractéristique de son pouvoir. Une force dévastatrice, en langage simple. Si vous ne connaissez pas votre ombre, elle vous contrôle, manipulée comme une marionnette. Elle choisit vos partenaires, elle crée vos conflits. Elle détermine si vous allez avoir des relations saines ou destructives. Un pouvoir absolu. Et vous ne savez même pas qu'elle existe. Vous êtes aveugle. Le risque de l'ombre est qu'elle se projette inconsciemment. Cela signifie qu'elle peut infiltrer vos pensées et vos actions sans que vous le sachiez. Vous pouvez devenir défensif. Vous pouvez trop protester à propos de quelque chose que vous désirez en réalité intérieurement. Vous pouvez attaquer des personnes. Ou vous pouvez utiliser votre ego pour générer des histoires qui valident les besoins du ça. Vous vous mentez à vous-même, perpétuellement. Tout cela se produit automatiquement. Tout cela se produit sans votre permission. Tout cela se produit parce que vous ne connaissez pas ce qui vit dans votre ombre. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez une femme, appelons-la Sophie, qui a grandi avec un père alcoolique. Il était charismatique quand il était sobre, rempli de promesses, rempli de charme, mais imprévisible, totalement, émotionnellement indisponible, capable d'un grand amour et d'une grande cruauté. Très tôt, cette jeune fille apprend que l'amour et l'imprévisibilité sont connectés, que l'intensité émotionnelle est la normale, que les promesses brisées font partie du package. Elle grandit, suit une thérapie, travaille sur elle-même, jure qu'elle ne s'engagera jamais avec quelqu'un comme son père. Et puis, elle rencontre un homme. Il ne boit pas. Il a une bonne situation professionnelle. Il semble complètement différent de son père.
Mais il y a quelque chose chez lui. Une certaine distance émotionnelle. Une façon de faire de grandes promesses et puis de disparaître. Une imprévisibilité qu'elle ne parvient pas à identifier consciemment. Son cerveau conscient voit toutes les différences. Son ombre voit toutes les ressemblances. Et c'est l'ombre qui gagne. Elle tombe amoureuse. Elle se marie. Et quelques années plus tard, elle revit une version différente du même cauchemar qu'elle avait juré d'éviter. Non, pas parce qu'elle est stupide. Non, pas parce qu'elle n'a pas essayé. Mais parce que son ombre a reconnu quelque chose de familier. Quelque chose que le cerveau droit a associé à l'amour bien avant qu'elle n'ait les mots pour le décrire. Et elle y a été attirée comme un aimant. Andrew Huberman explique que le système nerveux autonome, la partie de notre système nerveux qui contrôle la respiration réflexive, la fréquence cardiaque, la conductivité de la peau et la taille de la pupille, est probablement une composante importante du subconscient ou de l'inconscient. Cela signifie que votre corps sait des choses que votre esprit conscient ignore. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez des papillons dans le ventre, ou quand votre peau se hérisse, ou quand votre cœur s'emballe, ce n'est pas forcément de l'amour. Ça peut être votre ombre qui reconnaît un schéma familier. Ça peut être votre système nerveux autonome qui dit « je connais ça ». C'est pareil que ce que j'ai appris dans mon enfance. Donc, ça doit être de l'amour. Mais familier ne signifie pas sain, et reconnaissance ne signifie pas compatibilité. Alors, que pouvez-vous faire? Si 95% de vos choix sont inconscients, si votre ombre est aux commandes, si des schémas installés dans l'enfance sont toujours actifs, y a-t-il de l'espoir? Carl Jung dirait que oui, et Andrew Huberman le confirmerait. La clé est de rendre l'inconscient conscient. Carl Jung avait une phrase célèbre à ce sujet. Il disait que, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. La plupart des gens vivent ainsi. Ils répètent des schémas, attirent les mêmes types de personnes, vivent les mêmes drames. Et ensuite, ils disent que c'est le destin, qu'il n'y a rien à faire, que c'est comme ça. Mais ce n'est pas le destin. C'est une ombre non intégrée. C'est un inconscient non examiné. C'est une projection non retirée. Le docteur Alan Shore a expliqué dans le podcast d'Andrew Huberman que les schémas d'attachement de l'enfance peuvent être modifiés grâce à des protocoles spécifiques pour améliorer les relations adultes. La plasticité existe. Le cerveau peut changer. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs pour toujours. Mais le changement nécessite un travail spécifique. Un travail que la plupart des gens évitent parce que c'est inconfortable. Un travail que Carl Jung appelait la confrontation avec l'ombre. La première étape est de reconnaître que vous avez une ombre. Cela semble évident, mais ça ne l'est pas. La plupart des gens vivent dans le déni. Ils croient qu'ils sont complètement conscients d'eux-mêmes, qu'ils connaissent leurs désirs, leurs peurs, leurs motivations. Mais si 95% est inconscient, alors vous ne connaissez que 5% de vous-même. Les 95% restants sont dans l'ombre. La deuxième étape est d'observer vos projections. Quand vous ressentez une réaction émotionnelle intense envers quelqu'un, positive ou négative, il y a probablement une projection impliquée. La personne est le miroir de quelque chose en vous. Quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose que votre ombre cache. L'irritation irrationnelle que vous ressentez envers certaines personnes, projection. La fascination obsessionnelle que vous ressentez pour d'autres, projection. Le jugement sévère que vous portez sur des comportements spécifiques, probablement projection. Carl Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et ce que vous regardez en face transforme. Selon Spinoza, la connaissance de nos affects est le premier pas vers la liberté. La projection continue de fonctionner tant que vous l'évitez, mais au moment où vous la reconnaissez, elle commence à perdre de son pouvoir. Il est impossible d'arrêter de projeter complètement, parce que la psyché est vivante et conforme à notre attitude consciente qui change. L'inconscient réagit. Mais nous pouvons créer une relation saine avec nos projections, en les comprenant comme un message de l'inconscient.
Chaque projection est une information. Chaque projection vous montre quelque chose sur vous-même. Chaque personne qui vous irrite profondément vous montre une partie rejetée de vous. Chaque personne qui vous fascine vous montre un potentiel non développé. Chaque schéma relationnel que vous répétez vous montre une blessure non guérie. La troisième étape est d'assumer sa responsabilité. Retirer les projections nécessite d'assumer sa responsabilité et de réaliser combien nous agissons souvent exactement de la manière que nous condamnons. Cette personne que vous jugez pour être contrôlante. Vous avez probablement une partie contrôlante en vous-même que vous n'acceptez pas. Cet ex que vous critiquez pour être émotionnellement indisponible. Vous avez probablement des domaines de votre vie où vous êtes également émotionnellement indisponible. Ce collègue que vous détestez pour être arrogant, vous avez probablement une partie arrogante que vous réprimez. C'est difficile à accepter. Le moi résiste violemment, mais c'est la seule façon d'intégrer l'ombre, de retirer les projections, de finalement voir les gens tels qu'ils sont, au lieu de miroirs déformés de vous-même. Andrew Huberman explique qu'il existe beaucoup de plasticité dans le système, ce qui signifie qu'il peut changer et se reconnecter en réponse à l'expérience. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un lien social pas très bon, ou même terrible, avec un parent ou un soignant quand il était enfant, que cela le condamne à avoir de mauvais liens sociaux à l'âge adulte. Mais le changement nécessite de l'expérience. Il nécessite de nouvelles relations qui défient les anciens schémas. Il nécessite des personnes qui répondent d'une manière différente de celles auxquelles vous êtes habitués. Il nécessite une co-régulation saine qui enseigne à votre système nerveux de nouvelles possibilités. Le docteur Alan Shore explique que la clé pour faire des changements chez le patient, ce n'est pas ce que vous faites ou dites au patient, c'est comment vous êtes présent avec le patient. Surtout lorsque cette personne est dans un état dérégulé. Cela signifie que la guérison se produit dans la relation. L'ombre a été formée dans la relation avec vos aidants primaires. Et elle est guérie dans la relation, dans des connexions qui offrent quelque chose de différent de ce que vous avez reçu dans l'enfance. Mais vous devez être capable de voir ces personnes. Et pour les voir, vous devez d'abord retirer les projections. Sinon, vous allez continuer à attirer des reflets de votre ombre, des personnes qui sont le miroir de vos blessures, des partenaires qui répètent les schémas de vos parents, et le cycle ne s'arrêtera jamais. Jung avait observé quelque chose d'intéressant à propos de l'ère numérique, qui s'applique parfaitement à 2025, la perfection, si soigneusement mise en scène, des profils en ligne, crée une incitation puissante à réprimer nos imperfections. Nous sommes encouragés à ne présenter que la version polie de nous-mêmes, à filtrer tout ce qui pourrait être considéré comme inacceptable. Cette édition constante pousse notre moi authentique et imparfait, encore plus profond dans l'inconscient. En d'autres termes, les réseaux sociaux sont en train d'engraisser l'ombre. Plus vous prétendez être parfait en ligne, plus de matière va dans l'ombre. Et plus il y a de matière dans l'ombre, plus il y a de projections. Et plus de projections signifient des relations plus distordues. L'ère numérique, avec ses chambres d'écho et ses algorithmes, amplifie également nos projections. Nous voyons notre propre ombre se manifester dans les comportements et les croyances des autres en ligne, ce qui conduit souvent à des conflits et à des divisions. Nous sommes constamment provoqués, souvent sans réaliser d'où vient le déclencheur, de l'intérieur de nous-mêmes. Cette colère que vous ressentez en lisant un commentaire d'un inconnu sur Internet, ce n'est probablement pas à propos de l'inconnu. C'est à propos de quelque chose dans votre ombre que le commentaire a activé. Cette fascination pour les influenceurs qui semblent avoir des vies parfaites, projection de votre propre désir refoulé d'être vu et admiré. Ce mépris pour les personnes qui pensent différemment de vous, ombre projetée. Des parties de vous-même que vous n'acceptez pas, externalisées dans un autre groupe. Les bénéfices de l'intégration de l'ombre sont énormes. Intégrer votre ombre conduit à une réduction des conflits internes, à des relations plus authentiques et à une compréhension plus profonde de la nature humaine. Quand vous connaissez votre ombre, vous arrêtez de projeter autant. Et quand vous arrêtez de projeter, vous finissez par réussir à voir les gens comme ils sont. Ça change tout. Soudain,
Vous réussissez à choisir des partenaires basés sur qui ils sont vraiment, pas sur qui vous imaginez qu'ils sont. Vous réussissez à construire des relations basées sur la réalité, pas sur la fantaisie. Vous réussissez à aimer des personnes de vérité, pas des projections. Et c'est libérateur, d'une façon que les mots ne peuvent pas décrire. Vous arrêtez de vivre le même drama répétitivement. Vous arrêtez d'attirer les mêmes types de personnes toxiques. Vous arrêtez de vous demander pourquoi ça m'arrive toujours, parce que vous comprenez finalement, ce n'était pas le destin, c'était l'ombre. Et maintenant que vous la connaissez, elle n'a plus le même pouvoir sur vous. Maintenant, je veux vous donner une feuille de route pratique pour commencer ce travail. Le premier exercice est ce que Jung appelait l'identification des déclencheurs. Pendant une semaine, prêtez attention à chaque fois que vous avez une réaction émotionnelle intense à quelqu'un. Ça peut être de l'irritation, de la fascination, du mépris, de l'envie, de l'admiration excessive. Notez, décrivez la personne, décrivez le comportement qui a provoqué la réaction. Et ensuite, demandez-vous où cela existe-t-il en moi. Au début, votre moi va résister. Il va insister sur le fait que la personne est vraiment irritante ou vraiment incroyable, que ça n'a rien à voir avec vous. Mais continuez à demander, où cette qualité qui m'irrite existe-t-elle en moi, de façon réprimée? Où cette qualité que j'admire existe-t-elle en moi, de façon non développée? Les réponses peuvent mettre du temps à venir, mais quand elles viendront, elles seront révélatrices. Le deuxième exercice est de revoir vos relations passées. Faites une liste de toutes les relations significatives que vous avez eues, romantiques, amitiés profondes, même les inimitiés marquantes. Recherchez des modèles. Quel type de personnes attirez-vous répétitivement? Quel type de conflits apparaissent dans toutes vos relations? Quelles qualités vos partenaires ont-ils tendance à avoir en commun? Ces modèles sont les signatures de votre ombre. Si vous attirez toujours des personnes qui ont besoin d'être sauvées, il y a quelque chose dans votre ombre lié au besoin d'être nécessaire. Si vous finissez toujours avec des personnes émotionnellement indisponibles, il y a quelque chose dans votre ombre lié à votre propre indisponibilité émotionnelle. Le modèle ne ment pas. Le troisième exercice est d'observer vos rêves. Jung était fasciné par les rêves, parce qu'ils sont des messages directs de l'inconscient. Dans les rêves, l'ombre apparaît fréquemment comme des figures perturbantes, des personnes qui vous poursuivent, des étrangers menaçants, des versions distordues de personnes que vous connaissez. Tenez un journal de rêve. Notez chaque rêve que vous réussissez à vous rappeler. Et ensuite, recherchez des modèles. Quelles figures apparaissent répétitivement? Quelles émotions dominent vos rêves? Quels conflits se répètent nuit après nuit? Ce sont des indices sur ce qui vit dans votre ombre. Andrew Huberman parle de l'importance de l'interoception, la capacité de percevoir les signaux internes de votre corps. Cette habileté est cruciale pour le travail avec l'ombre, parce que le corps sait souvent des choses avant que l'esprit conscient. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, prêtez attention à votre corps. Votre cœur s'accélère, votre respiration change. Vous sentez de la tension quelque part en particulier? Ces sensations corporelles sont de l'information. C'est votre système nerveux autonome qui répond à des modèles qu'il reconnaît. C'est votre ombre qui communique quelque chose. Apprenez à lire ces signes. Ils vous diront beaucoup plus que votre esprit conscient ne réussit à percevoir. Le quatrième exercice est de trouver un miroir. Ça peut être un thérapeute jungien. Ça peut être un ami très honnête. Ça peut être un groupe de travail intérieur. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui vous connaît assez bien pour voir vos ombres. Quelqu'un qui va vous dire des vérités que vous ne voulez pas entendre. Quelqu'un qui ne va pas vous laisser fuir les parties de vous-même que vous préférez ignorer. Jung disait que personne ne réussit à intégrer l'ombre seul. Nous avons besoin de reflets. Nous avons besoin de feedback. Nous avons besoin de personnes qui nous montrent ce que nous ne réussissons pas à voir. C'est vulnérable, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Alan Shore souligne que la guérison se produit dans la relation, que la clé n'est pas ce que vous dites au patient, mais comment vous êtes avec le patient. Cela signifie que le contexte relationnel est plus important que les techniques. Trouvez des personnes qui peuvent être avec vous d'une façon différente,
des personnes qui ne répètent pas les modèles de votre enfance, des personnes qui répondent à vous de façon nouvelle, des personnes qui offrent un type de connexion que vous n'avez peut-être jamais expérimenté. Ces relations sont guérissantes. Elles montrent à votre système nerveux que d'autres formes de connexion sont possibles. Elles défient les modèles anciens. Elles créent de nouvelles possibilités neurales. Le 5e exercice est la pratique de l'imagination active. Jung a développé cette technique pour dialoguer directement avec les figures de l'inconscient. Vous fermez les yeux, vous vous relaxez et vous permettez aux images de surgir. Ensuite, vous interagissez avec ces images, vous posez des questions, vous écoutez les réponses. Vous traitez les contenus de l'inconscient comme des entités réelles, avec une sagesse propre. Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionne. Durant ses propres crises, Jung conversait avec ses visions. Il posait des questions, écoutait les réponses, et émergeait de ces conversations avec des intuitions qui ont révolutionné la psychologie. Vous pouvez faire de même. Visualisez une figure qui représente votre ombre. Ça peut être une version sombre de vous-même, un étranger menaçant, n'importe quelle image qui surgit spontanément. Ensuite, demandez à cette figure ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce qu'elle essaie de vous montrer, et écoutez. Les réponses peuvent vous surprendre. Maintenant, un avertissement important. Ce travail n'est pas rapide. L'ombre s'est construite au fil des années, des décennies. Elle ne sera pas intégrée en une semaine ou un mois. C'est un travail de toute une vie. Mais chaque pas compte. Chaque projection reconnue est du pouvoir récupéré. Chaque schéma identifié est de la liberté gagnée. Chaque morceau d'ombre intégré est une relation plus authentique possible. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir entier, est le travail d'une vie. Selon Spinoza, cette quête de la complétude est ce qui anime fondamentalement l'être humain. Il n'y a pas d'arrivée, il n'y a que le voyage. Mais le voyage en vaut la peine, parce qu'au bout de ce travail, des relations réelles deviennent possibles, l'amour véritable devient possible, une connexion authentique devient possible. Vous arrêtez d'attirer des reflets de votre ombre. Vous commencez à attirer des personnes réelles. Et ça change tout. Huberman confirme que la neuroplasticité existe durant toute la vie. Le cerveau peut changer. De nouveaux schémas peuvent être formés. De vieilles programmations peuvent être réécrites. Mais le changement requiert une intention, requiert de l'attention, requiert le travail inconfortable de regarder ce que vous préféreriez ignorer. Jung a écrit qu'on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Spinoza, dans son Éthique, insiste sur la nécessité de comprendre nos passions et nos affects pour atteindre une forme de liberté intérieure. Votre ombre n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous qui attend d'être intégrée. Elle contient vos peurs, oui, mais elle contient aussi vos talents non développés, vos forces réprimées, votre potentiel non réalisé. L'ombre dorée, comme l'appelait Jung, contient tout ce qu'il y a de bon en vous que vous n'arrivez pas à accepter. La créativité que vous avez peur d'exprimer, le pouvoir que vous avez peur de revendiquer, la grandeur que vous avez peur d'assumer. Intégrer l'ombre ne consiste pas seulement à guérir des traumas. Il s'agit de récupérer des parties perdues de vous-même. Il s'agit de devenir entier. Il s'agit de finalement vivre comme la personne que vous êtes réellement, au lieu de la version fragmentée que vous présentez au monde. Et quand vous devenez entier, vos relations se transforment, parce que vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter. Vous n'avez plus besoin de projeter vos parties manquantes sur eux. Vous pouvez enfin les voir comme ils sont, et les aimer pour ce qu'ils sont, non pour qui vous imaginez qu'ils soient, non pour ce qu'ils représentent pour votre ombre, mais pour qui ils sont vraiment. C'est ça, le véritable amour. Et il n'est possible que lorsque vous connaissez ce qui vit dans votre ombre. Jung l'a prouvé. Huberman l'a confirmé. Et maintenant, vous le savez, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à laisser votre ombre choisir vos relations, ou allez-vous commencer le travail de récupérer ce pouvoir pour vous-même? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, tant que vous ne choisirez pas consciemment, votre ombre choisira pour vous, et elle a ses propres raisons.
des raisons que vous n'approuverez peut-être pas, des raisons qui peuvent vous maintenir prisonnier des mêmes schémas pour toujours. L'heure de commencer, c'est maintenant. Votre ombre attend d'être connue, et vos relations futures dépendent de ce choix. Une dernière réflexion avant de terminer. L'ère dans laquelle nous vivons rend le travail avec l'ombre plus urgent que jamais. Les réseaux sociaux nous encouragent à construire des personas parfaites, à montrer seulement notre meilleur côté, à cacher tout ce qui est imparfait, vulnérable, humain. Ça alimente l'ombre. Plus vous vous présentez parfaitement en ligne, plus vous poussez de matière dans l'inconscient. Et plus il y a de matière dans l'inconscient, plus il y a de projections, plus il y a de relations distordues, plus il y a de répétitions de schémas. Les algorithmes nous placent dans des bulles où nous ne voyons que des personnes qui pensent comme nous. Ça amplifie la projection d'ombre sur d'autres groupes. Nous voyons les autres comme des ennemis. Nous projetons sur eux tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. La polarisation que nous voyons dans le monde est, en grande partie, une projection d'ombre à l'échelle collective. Spinoza nous mettait en garde contre les dangers des passions tristes et de la haine, qui nous aveuglent et nous empêchent de voir la réalité avec clarté. Jung a prédit ça. Il savait que des sociétés entières peuvent projeter leur ombre collective sur des boucs émissaires, que des nations entières peuvent agir de façon monstrueuse parce qu'elles n'ont pas confronté le monstre intérieur. L'histoire a prouvé qu'il avait raison. Et nous voyons ça se reproduire. La seule solution est individuelle. Chaque personne qui intègre sa propre ombre diminue un peu l'ombre collective. Chaque personne qui retire ses projections contribue à un monde moins polarisé. Chaque personne qui se devient entière aide l'humanité à se devenir un peu plus entière. Vous ne pouvez pas changer le monde directement, mais vous pouvez vous changer vous-même. Et quand vous changez vous-même, vous changez toutes les relations autour de vous. Et des relations changées créent des communautés changées. Et des communautés changées créent des sociétés changées. Tout commence avec vous, avec votre ombre, avec le courage de regarder ce qui vit dans l'obscurité. Jung a passé sa vie entière à faire ce travail. Il est descendu dans son propre enfer psychique, à confronter ses démons, à dialoguer avec ses voix, et à émerger comme l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. Ses idées ont façonné non seulement la psychologie, mais l'art, la littérature, la spiritualité, la culture populaire. Tout ça vient du travail avec l'ombre. Tout ça vient de rendre conscient l'inconscient. Vous avez le même potentiel. Je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir Jung. Je suis en train de dire que vous pouvez devenir entier. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Parce que quand vous devenez entier, vous arrêtez de chercher chez les autres ce qui manque en vous. Vous arrêtez de projeter. Vous arrêtez de répéter des schémas. Vous arrêtez de laisser votre ombre décider de vos relations. Et finalement, pour la première fois, vous pouvez choisir. Choisir vraiment, avec conscience, avec intention, avec liberté. C'est le cadeau que le travail avec l'ombre offre. C'est le cadeau que Jung a découvert. Et maintenant, il est vôtre, si vous avez le courage de l'accepter.